plus de 10h30, on va reprendre nos auditions. Donc, mes chers collègues, nous poursuivons ce matin les travaux de notre commission d'enquête avec l'audition de Didier Jaffre, directeur général de l'ARS Occitanie depuis avril 2022. Monsieur le directeur général, je suis tenu de vous rappeler qu'un faux témoignage de votre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Vous appuyez sur le bouton pour qu'on vous entende. Et je le jure. Merci beaucoup, monsieur. Et je demande également à vos collaborateurs d'avoir la même procédure, donc de vous présenter, de dire quelle fonction vous avez, et après, bien sûr, de jurer, de dire toute la vérité. Julien Kramars, directeur de cabinet, je le jure. Philippe Méric-Kelly, directeur des droits des usagers, affaires juridiques et inspection contrôle, je le jure. Merci, messieurs. Et également, je dois vous demander si vous auriez d'éventuels liens d'intérêt avec l'objet de notre commission d'enquête. Donc, monsieur le directeur régional. Aucun, monsieur le président. Monsieur le directeur de cabinet. Non. Et monsieur le directeur. Aucun lien d'intérêt. Merci beaucoup, messieurs. Donc, je rappelle rapidement, notamment pour nos internautes, parce que vous savez que nous sommes retransmis en direct sur le site du Sénat, que ce dernier a constitué le 20 novembre dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Cette audition a pour objet de faire la lumière sur les contrôles des exploitations d'eau minérale naturelle à l'échelle locale. Je le rappelle, les ARS sont chargés du contrôle sanitaire des eaux conditionnées, c'est-à-dire la vérification de la qualité des eaux, l'inspection des installations et le contrôle des mesures de surveillance mises en œuvre par l'exploitant. En tant que directeur général de l'ARS Occitanie, vous opérez dans une région où l'activité des embouteilleurs est importante pour l'économie locale. De nombreuses exploitations se trouvent en Occitanie, pour n'en citer que quelques-unes, Perrier, La Salvetat, Montrecourt ou encore Quézac. Quel a été le rôle de l'ARS Occitanie dans la crise des eaux minérales Nestlé dans le Gard? Quelles ont été ses interactions avec les autres services de l'État au niveau central avec la Direction générale de la santé et au niveau local avec le préfet du Gard? Quelle est la situation actuelle sur le site Perrier en termes de risques sanitaires? Plus globalement, comment l'ARS a-t-elle exercé son rôle de contrôle sanitaire des eaux embouteillées sur le site, mais aussi sur les autres sites de la région? Quelles leçons tirez-vous de cette crise qui entame la confiance des consommateurs pour un secteur auquel nous tenons tous? Voici quelques thèmes sur lesquels notre rapporteur, et j'y ai fait confiance, va vous interroger. Nous vous proposons de dérouler votre audition en 3 temps, monsieur le directeur régional. J'allais dire des propos préliminaires d'une bonne vingtaine de minutes, des questions de notre rapporteur, et puis, s'il y a d'autres collègues qui sont là, des questions de nos autres collègues commissaires. Donc, monsieur le directeur régional, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs. Tout d'abord, merci de nous accueillir devant cette commission. En tant que directeur général de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, je tiens à rappeler que mon rôle consiste avant tout de garantir, sous l'autorité des préfets de département, dans le cadre de protocoles qui ont été établis en 2010 à la création des agences régionales de santé, l'application donc des réglementations relatives à la qualité des eaux conditionnées et de fournir les analyses rigoureuses qui permettent une prise de décision par les préfets, éclairés, bien entendu, et au service de la qualité et de la sécurité sanitaire. J'insiste sur ce point puisque c'est le seul prisme qui guide mon action dans le domaine de l'eau, comme dans d'ailleurs les autres champs de compétences de l'agence, en plus, bien entendu, de la réponse aux besoins de santé des habitants. Peut-être juste quelques mots d'introduction pour me présenter brièvement. Sachez que je suis économiste de la santé de formation, que j'ai consacré l'essentiel de ma carrière dans l'organisation des soins et de l'autonomie au sein des agences régionales de l'hospitalisation puis des agences régionales de santé, et ce, dans différentes régions. Vous l'avez rappelé, nommé en avril 2022 à la tête de l'ARS Occitanie, jusqu'à présent, je n'avais jamais eu à traiter directement ou indirectement des problématiques liées à l'eau avant cette prise de fonction.
Vous avez eu les présentations. Je suis accompagné donc de mon directeur des usagers des affaires juridiques, de mon directeur de cabinet, qui pourront bien entendu répondre plus précisément sur certaines questions. Mon directeur de cabinet sera par ailleurs présent à vos côtés demain lors de votre visite dans le Gard sur l'usine Perrier à Vergès, ainsi que l'ensemble de mes équipes et des ingénieurs sanitaires qui sont en charge de ce dossier, qui pourront bien entendu mieux répondre que moi sur les questions techniques que vous pourriez avoir, n'étant donc pas moi-même, vous l'aurez compris, expert technique de ces sujets. Juste vous dire que l'ARS Occitanie compte plus de 760 collaborateurs, répartis entre notre siège à Montpellier et nos 13 directions départementales, que nos missions couvrent un large spectre de la santé publique, dont la qualité des eaux, mais que finalement ce sujet ne représente qu'une infime partie de nos attributions. Cette mission, elle est exercée avec rigueur dans le cadre des protocoles départementaux, je l'ai dit, signés avec les préfets, et que nous agissons donc pour le compte des préfets. Ce sont donc ces derniers qui prennent in fine les décisions en matière de gestion des risques et d'autorisation concernant l'eau. Il me semble important de le rappeler, l'agence finalement n'assurant qu'un rôle d'expert technique et de contrôle de ces sujets par délégation des préfets. Au sein des services en charge des questions de santé environnementale à l'ARS Occitanie, qui représente environ 110 collaborateurs, le contrôle sanitaire des eaux est assuré au niveau régional, c'est peut-être une particularité occitane, par une cellule mutualisée eau, qui comprend 9 ETP, avec l'appui bien entendu de collaborateurs qui sont dans les différentes directions départementales, qui représentent environ 7 équivalents temps plein, ce qui veut donc dire 16 équivalents temps plein qui travaillent sur le sujet de l'eau en général, pas que de l'eau conditionnée à l'ARS Occitanie. Juste souligner qu'entre 2022 et 2024, on a renforcé les effectifs de cette cellule mutualisée eau. Alors en augmentant les ETP, si on fait le pourcentage de 30%, pour dire tout à fait les choses, nous sommes passés de 7 à 9, ce qui représente cette augmentation importante. Ça nous permet d'avoir au niveau régional un grand niveau de professionnalisme, vous pourrez le constater par vous-même demain, et de garantir une homogénéité d'application de la réglementation sur l'ensemble de la région. Et donc vous rencontrerez le responsable de cette cellule et son adjoint qui, par ailleurs, ont fait partie de la mission d'inspection sur le site Perrier. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, en Occitanie, l'eau est une ressource précieuse. Nous avons 3 bassins hydrographiques, 28 stations thermales, 43 sites de baignade naturelle, et nous effectuons plus de 43 000 prélèvements chaque année sur plus de 600 paramètres qui couvrent 5 254 puits de captage et 3 849 stations de traitement. Je rappelle ces chiffres à mettre au regard des effectifs dont nous disposons à l'agence pour assurer l'ensemble de ces contrôles. Quant aux eaux conditionnées, elles se déclinent en 3 catégories distinctes, vous le savez mieux que moi. Les eaux minérales naturelles, dont Perrier est un exemple emblématique, qui doivent être donc naturellement pures et ne subir que des traitements très limités définis par la loi. Les eaux de source, qui sont soumises elles aussi à des critères réglementaires, mais légèrement différents de l'eau minérale naturelle. Et enfin, les eaux rendues potables par traitement, qui subissent, eux, des procédés de purification. Je mets au regard ces 3 types d'eau, puisque ce sont les mêmes équipes qui appliquent les réglementations et les contrôles. Nous comptons 12 établissements de conditionnement en Occitanie, vous en avez rappelé en citant quelques-uns, 10 sites de production, 9 exploitants, ainsi que 3 sites de production d'eau rendue potable et 8 buvettes publiques. Si vous souhaitez savoir ce que correspond à une buvette publique, je vous le dirai. Simplement, vous vous déplacez, vous avez de l'eau qui sort et que vous pouvez boire comme une buvette. Enfin, ça ne ressemble pas à un bar, mais ça sort directement de la source. En 2024, donc, nous avons réalisé 620 prélèvements sur les eaux conditionnées, avec un taux de conformité de 98,8%. Je tiens là aussi à le souligner. Et nous menons entre 1 et 3 inspections par an. Nous en avons mené 6 entre 2022 et 2024, ce qui fait que nous avons contrôlé 50% des sites en 3 ans. Et notre objectif est d'avoir réalisé l'ensemble des inspections d'ici fin 2026, en fonction des effectifs que nous avons. Ces inspections associent systématiquement, je pense que c'est important de le dire également, les services des directions départementales de la protection des populations ou des directions départementales des économies, selon l'organisation départementale retenue des services de l'État, qui varie, vous le savez, d'un département à l'autre. En l'occurrence, dans le Gard, c'est la DDPP. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, le Code de la santé donc précise que la surveillance incombe à l'usine d'embouteillage, elle incombe à l'exploitant.
Le programme d'analyse de surveillance de l'eau, par ailleurs minérale naturelle, il est défini par l'exploitant en fonction des dangers qu'il identifie, de son volume de production, comme vous le savez, Perrier étant dans la catégorie la plus haute définie par arrêté en termes de volume de production et de mètres cubes. L'ARS, quant à elle, est en charge du contrôle sanitaire, qui s'applique finalement de différentes manières. Premièrement, un programme de prélèvement confié au laboratoire Eurofins dans le cadre d'un marché public que nous avons publié et renouvelé en 2024. Ce marché public court pour 4 ans, composé de plusieurs lots, et je pourrais bien entendu détailler si vous le souhaitez. Et ça représente entre 51 et 123 visites par an, le 51 étant l'année 2017, le 123 étant l'année 2024. Et nous avons bien entendu les chiffres de prélèvement pour chacune des années. Nous effectuons par ailleurs des effectifs sur site régulières, au moins une par an, dans le cadre de ce qu'on appelle le récollement, mais également dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation. Et enfin, nous réalisons des inspections sur site. Voilà en quoi consiste donc ce contrôle sanitaire. Pour en revenir à Perrier, vous le savez, la marque Perrier est née en 1863, rachetée par le groupe Nestlé Waters en 1991. La production repose actuellement sur 7 forages, 5 dédiés aux eaux minérales naturelles, 2 à l'eau de boisson. Une filière spécifique, par ailleurs, existe pour l'exportation vers les États-Unis. C'est important de le souligner, puisque dans le cas des États-Unis, certains traitements sont autorisés, contrairement à l'Europe, comme le prévoit expressément la directive Union européenne 2009. On pourra bien entendu revenir sur ce sujet, mais c'est aussi important d'avoir en tête ces différentes réglementations qui s'appliquent sur un même site. Au cours des dernières années, des épisodes de dépassement des valeurs limites réglementaires sur les paramètres bactériologiques ont été constatés, la plupart du temps, voire dans la très grande majorité, suite à des épisodes orageux et pluvieux, intenses, ce que nous appelons les épisodes Cévenol, bien connus en Occitanie, et notamment dans le Gard, qui est le département le plus touché, compte tenu de la présence des Cévennes. Simplement rappeler que la localisation de Perrier se situe dans la plaine, au pied des Cévennes, et qu'à chaque, forcément, événement d'eau, ça se retraduit, on le verra, sur la nappe Perrier. Je pense que la localisation, et vous le verrez, messieurs les membres de la commission, demain, est très importante pour comprendre le sujet. Ces anomalies ont conduit à une surveillance du cours renforcée, pas depuis ces années, mais depuis toujours, imposant des analyses supplémentaires, des restrictions strictes sur l'exploitation de certains forages. Une surveillance renforcée par ailleurs sur le site de Vergès a été mise en place suite à l'avis reçu de l'ANSES du 2 novembre 2023. Et je peux vous dire que Perrier est aujourd'hui le seul site en Occitanie qui bénéficie d'un tel dispositif de surveillance renforcée, les autres l'étant beaucoup moins. Il faut aussi par ailleurs noter dès qu'il y a le moindre doute de sécurité sanitaire sur l'eau produite, nous recommandons systématiquement au préfet, qui, je le rappelle, est l'autorité qui décide, de demander à l'exploitant la destruction des lots concernés pour ne mettre en aucune mesure la sécurité en danger des consommateurs. Lors d'une réunion organisée entre l'ARS et le groupe Nestlé Waters, à la demande de la directrice de cabinet et de la ministre déléguée de l'organisation territoriale des professionnels de santé, c'est-à-dire le 3 novembre 2022, c'est Nestlé Waters qui nous a informé, d'une part, qu'il avait signalé l'utilisation de traitements interdits dans sa réponse au contrôle de la mission IGAS sur les eaux minérales naturelles de 2022, et par ailleurs proposé un plan de transformation avec le retrait progressif de ces traitements. Il est important de noter que c'est donc Nestlé Waters lui-même qui nous a donc présenté ces faits en toute transparence, l'ARS Occitanie, pour sa part, n'ayant jamais été destinataire du moindre rapport de l'IGAS, de la moindre information et encore moins de la moindre connaissance de tels traitements sur Perrier avant cette date du 3 novembre 2022. Par la suite, je me suis donc rendu sur place avec mes équipes le 29 novembre 2022, l'exploitant m'ayant alors montré les traitements utilisés et la façon dont ils étaient dissimulés. Je tiens ici, sous cette feuille, à votre disposition les photos prises lors de cette visite. Vous le constaterez par vous-même, les traitements étaient dissimulés derrière une armoire métallique qui, de visu, était a priori fixe, mais qui, en réalité, était coulissante sur un côté, et les traitements se cachaient derrière, dans le mur. Là aussi, j'ai les photos, et vous le verrez vous-même. Il était donc impossible pour qui que ce soit de savoir qu'il y avait des traitements dissimulés derrière cette armoire. Ces barrières de protection, néanmoins ajoutées par Nestlé, apportaient, vous l'avez compris, une sécurité sanitaire supplémentaire de l'eau conditionnée, mais ne répondaient pas, bien entendu, aux obligations légales sur les eaux minérales naturelles.
Suite à cette visite, j'ai immédiatement alerté le niveau national, en tenant informé bien entendu la préfète du Gard et demandé des instructions afin de connaître le positionnement national sur cette situation, à la fois sur les traitements au charbon actif et les ultraviolets, mais également sur la compatibilité de la microfiltration utilisée à 0,2 micron dans le cas de la production de Perrier. Nous avons ensuite, bien entendu, concentré notre action sur l'accompagnement du plan de transformation, sur le retrait des traitements interdits, conformément aux directives du Bleu de Matignon du 23 février 2023, dans l'attente de nouvelles instructions. Dans la mesure où les faits étaient déjà connus de l'administration centrale, de l'Inspection générale des affaires sociales, et dans la mesure où Nestlé Water nous avait informé de lui-même de manière tout à fait transparente et sans qu'on ait à le demander, notamment de son plan de transformation avec retrait, avec la préfète du Gard, nous n'avons pas jugé nécessaire de procéder à un signalement au titre de l'article 40. Je sais que c'est une question de la Commission. Et, par ailleurs, n'ayant eu aucune instruction en ce domaine du niveau national sur ce sujet. Le 30 mai 2024, vous le savez, nous avons eu à connaître un nouvel épisode de contamination. Et donc, nous avons mené, à la demande du préfet, une inspection conjointe avec les équipes de la Direction départementale de protection des populations du Gard, dont le rapport a été rendu après période contradictoire avec le groupe Nestlé, transmis au préfet le 16 décembre 2024. Les conclusions de ce rapport, vous le savez, nous ont conduit, le préfet et moi-même, à interroger le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins sur l'utilisation de la microfiltration à 0,2 micron par un courrier en janvier 2025. Nous pourrons y revenir, d'autant plus que, je le signale à la Commission, nous avons un site de production en Occitanie qui est autorisé par arrêté préfectoral à utiliser des filtres inférieurs à 0,8 microns, et ce, depuis 2019, et avec une utilisation connue depuis 2005. C'est important de le signaler, nous sommes donc dans une région où nous avons, vous le voyez, des arrêtés qui ont pris déjà en compte cette histoire de la microfiltration. En conclusion, pour laisser la place à vos questions, je pense que le dossier Perrier illustre, de mon point de vue, la complexité de la régulation des eaux conditionnées. Vous l'aurez compris, entre réglementation divergence, entre arbitrage, entre absence de traitement d'une part et sécurité sanitaire d'autre part, la question étant de savoir, de mon point de vue, si les traitements utilisés pour la garantie sanitaire de l'eau et donc éliminer les facteurs polluants extérieurs, que ce soit ceux pour les traitements interdits par la réglementation européenne et qui, je le rappelle, sont autorisés par la réglementation américaine, ou bien encore la microfiltration, où donc il y a débat sur la taille des filtres utilisés, de mon point de vue, et de savoir donc si tout ça remet réellement en cause la pureté originelle de l'eau minérale Perrier, puisque je pense que c'est la question. L'ARS Occitanie a retracé la chronologie de l'ensemble des faits depuis janvier 2016. Je sais que vous interrogerez par ailleurs mon prédécesseur afin d'avoir un suivi le plus précis, le plus documenté possible. Et nous vous remettrons bien entendu cette chronologie, j'allais dire jour par jour, mais c'est presque ça compte tenu de l'importance du dossier. Je voulais juste dire en conclusion que notre engagement à l'agence est sans équivoque, du directeur général jusqu'aux équipes, c'est de garantir que chaque bouteille d'eau mise sur le marché, que ce soit Perrier ou l'ensemble des marques qui sont produites en Occitanie, respecte les normes sanitaires les plus strictes. Je vous l'ai dit en introduction, mon seul objectif, c'est la sécurité sanitaire de l'eau qui est vendue. Nous avons appliqué avec rigueur toutes les procédures réglementaires et avons assuré un suivi précis de l'évolution de la situation, comme vous pourrez le voir. À ce titre, nous remettrons à votre commission, à l'appui de la réponse au questionnaire que vous aurez dans les prochains jours, l'ensemble des fiches techniques qui ont permis de préparer cette audition. Elles sont par ailleurs ici sous mon dossier, où vous le verrez, sujet par sujet, nous avons mené une analyse fine de l'organisation de tout ça. La chronologie, je l'ai dit, détaillée des faits, qui témoigne, je crois, du travail sérieux, transparent mené par mes équipes, qui, je le tiens à le souligner, sont sous une pression extrême dans ce dossier, que vous rencontrerez demain et en qui j'ai entière confiance sur la compétence, la maîtrise technique de ces dossiers. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, en propos liminaire. Et bien entendu, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Écoutez, je vous remercie, Monsieur le Directeur général de l'ARS Occitanie, de vos propos. Et je vais laisser tout de suite la parole à notre rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'être avec nous, Monsieur le Directeur.
C'est évidemment un dossier extrêmement complexe, avec une période de temps finalement assez longue sur laquelle nous devons travailler. Ce que je ferai, c'est je vais vous faire des questions. Je vous demande de répondre le plus synthétiquement possible. Parfois, il y a des questions qui appellent un oui-non, parfois un peu plus de développement, mais l'idée, c'est que pour la compréhension aussi de ceux qui nous écoutent, on puisse avoir cet échange de cette manière-là. Je vais commencer par une question qui n'en est pas une, parce que vous avez déjà répondu, mais je voudrais quand même vous faire le redire et le repréciser. Nous savons qu'à l'été 2021, au cabinet de la ministre de l'Industrie, Nestlé vient attester d'un certain nombre d'infractions à la réglementation. Et vous nous indiquez aujourd'hui que l'ARS Occitanie n'a eu d'aucune manière, d'aucune sorte, aucune information sur ces traitements illégaux avant le 3 novembre 2022. Est-ce que vous me confirmez ce point? Je vous l'affirme et vous le confirme. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai rien à en penser. Les faits sont là. Je vous dis simplement que nous n'avions jusqu'au 3 novembre 2022. Alors, je vais reformuler. Est-ce que c'est habituel, lorsqu'il y a une information qui est communiquée à la centrale sur un sujet qui concerne le Gard, que cela mette donc été 2021, 2022, 2023, 2 ans et demi? 2 ans? Non, oui, 1 an et demi, pardon, merci Madame Gull. 1 an et demi à redescendre. Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout état de cause, les faits font que nous n'avions eu aucune information. D'accord, je vous remercie. Peut-être revenir sur les liens justement que vous pouvez avoir avec la centrale. Dans un mail du 7 avril 2023 à Isabelle Epaillard, qui est directrice de cabinet d'Agnès Firmin-Lebaudot, vous remontez un certain nombre d'informations importantes. D'abord, vous dites que si à la fin du plan de transformation de Nestlé dans le Gard, ils seront conformes à la réglementation et au bleu, donc vous avez connaissance du bleu, peut-être vous nous direz de quelle manière celui-ci est-il redescendu. Il n'en est rien pour la phase intermédiaire. En effet, pendant cette période transitoire de réalisation des travaux du plan de transformation qui va durer entre 12 et 18 mois, Nestlé n'envisage en aucun cas de retirer les traitements par charbon actif et par UV. Ceci est d'ailleurs rappelé dans leur plan de transformation de septembre. Dès lors, Nestlé n'est pas en conformité avec la réglementation européenne et ne peut pas vendre une eau dite minérale naturelle, à l'exception des États-Unis, ce que vous venez de nous rappeler, et qu'il devrait prendre une décision pour être conforme à la réglementation. Du coup, ces propos qui sont très clairs appellent plusieurs questions, à mon avis, que vous envisagez. Alors, d'abord, est-ce que quelqu'un, vous ou un autre, avait expressément, du coup, autorisé le maintien de ces fameuses barrières de protection, ce nom qui cache en fait des traitements qui sont des barrières de protection sanitaire, mais qui cachent des traitements interdits pour la période transitoire? Est-ce que vous avez autorisé ces traitements interdits durant cette période transitoire? Donc, comme ils étaient interdits, ces traitements n'étaient pas autorisés. Ils n'ont pas fait l'objet d'un acte, si c'est votre question, d'autorisation en bonne et due forme. En revanche, la production a continué avec ces traitements jusqu'à ce qu'ils soient définitivement retirés. Donc, et alors, juste une question complémentaire, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous informez aussi votre préfet? Bien sûr, que la préfète. La préfète, en l'occurrence. Mais donc, on est bien dans une situation... Pour votre information, monsieur, je connais bien la situation du Oui, Gard. je sais bien. Il y a un changement de préfet à l'été 2023, en gros. Le préfet a été nommé en juillet et a pris ses fonctions le 21 août 2023. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est normal que j'apporte ces précisions. C'est très utile en plus pour nos travaux. Mais donc, pour bien cadrer les choses, donc en fait, vous savez que des traitements interdits ont cours. Ils peuvent appeler différentes actions de votre part. Vous n'en retracez pour l'instant aucune. Ils peuvent appeler soit le déclassement des eaux vers ce que fait Perrier, c'est-à-dire Maison Perrier. Vous ne procédez pas à ce déclassement des eaux, parce qu'en effet, peut-être que ces barrières de protection sont utiles, voire indispensables, ni l'arrêt de la production sur les forages considérés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ne procédez pas à cette décision? Je crois que le mail que vous avez cité à la directrice de cabinet de la ministre est clair, c'est-à-dire qu'avec la préfète, nous avons demandé quelles étaient nos instructions. Les instructions, nous les avons dans le bleu de Matignon du 23 février 2023, qui nous disent, si vous reprenez le bleu, que nous devons procéder au retrait de ces traitements et à la mise en œuvre du plan de transformation. Et par ailleurs, le bleu précise que la microfiltration est autorisée.
En ce qui concerne les traitements, nous demandons donc avec Madame la préfète, dès le mois de mars, quand vous reprenez la chronologie, ce retrait des traitements. Nestlé nous dit il nous faut un minimum de temps pour le faire. Au tout départ, d'ailleurs, et vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, on nous dit même que ce n'est pas possible, compte tenu des installations, de l'organisation, etc. Nous leur disons si, vous devez enlever les traitements. Et donc, vous l'avez retracé, pas encore dans vos questions, mais dans les questions du questionnaire, il y a des réunions techniques qui ont lieu, et in fine, les traitements seront retirés au mois d'août 2023. Il fallait du temps, compte tenu des installations. Moi, je ne suis pas un expert des installations techniques de l'eau, mais il est clair que quand vous verrez comment c'est organisé, c'est assez compliqué. Mais nous leur avons demandé de retirer les traitements. Quant à la microfiltration, à partir du moment où le bleu nous indiquait que la microfiltration était autorisée, nous n'avions pas demandé le retrait de la microfiltration à la groupe Nestlé. Oui, mais vous êtes en charge du respect de la réglementation et du fait que force doit rester à la loi. Et il existe une théorie que vous connaissez, j'imagine, dans l'administration, qui est celle des baïonnettes intelligentes, qui fait que lorsqu'on vous donne un ordre illégal, vous pouvez en faire autrement. Mais en tout cas, j'entends que votre réponse, et j'aimerais bien avoir par contre le retour sur la question de ce mail du 7 avril 2023. Est-ce que Madame Epaillard vous a répondu officiellement? Parce qu'en fait, là, vous demandez quand même, si je puis me permettre, allez, on va parler simplement. Vous réexpliquez à la rime et vous réexpliquez au cabinet ce que veut dire leur décision. Pas à la rime, moi je n'étais pas présent à la rime. Vous réexpliquez au cabinet, alors je précise, vous réexpliquez au cabinet ce que veut dire la décision de la CID. Quelque part, vous les mettez en garde, vous leur expliquez ce qui va se passer pendant 12 à 18 mois pour vérifier qu'ils l'aient bien en tête. Est-ce que vous avez un retour de Madame Epaillard sur ce mail et est-ce qu'elle vous dit, quelque part, oui, allez-y, continuez? Non, la réponse est vous appliquez le bleu et vous procédez au retrait des traitements dans la durée qui convient pour que Nestlé les fasse. Donc la réponse du cabinet, c'est continuer à ne pas respecter la réglementation. À ma question, doit-on arrêter, qui est votre question, oui. Doit-on arrêter la production? Oui. Ou déclasser. Ou déclasser, nous n'avons pas eu de réponse là-dessus. Voilà. Vous n'avez pas eu de réponse. Vous n'avez pas eu de réponse négative, mais vous n'avez pas eu de réponse. Oui. D'accord. Et c'est une question, je le rajoute, que nous nous sommes posés, bien entendu, avec la préfète du Gard et que nous avons posée au ministère. Puisqu'il y a, en fait, il y a la période d'avant notre connaissance, donc d'avant le 3 novembre 2022. Bon. Il y a la période dite intermédiaire, c'est-à-dire entre le moment où nous savons et le moment où les traitements sont retirés, et puis il y a la période d'après, une fois que les traitements sont retirés. Je fais exception de la microfiltration, qui est un autre sujet. Mais sur les deux traitements interdits, nous avions clairement, avec Madame la préfète du Gard, une interrogation sur cette fameuse période intermédiaire. Et nous avons demandé si nous devions, et vous vous rappelez le mail, interdire la production conformément à la loi, s'il y avait une autorisation, entre guillemets, temporaire à formuler, ou si on attendait, on faisait confiance, entre guillemets, au plan de transformation de Nestlé. Et donc, en l'absence d'instruction, vous avez appliqué, en effet, l'arbitrage politique de la CID. Oui, tout à fait. Je résume les choses. Tout à fait. Très bien. Je vous remercie sur ce premier point. J'aimerais embrayer sur la question de la microfiltration à 0,2, puisque une fois que les choses sont retirées, il ne reste que la microfiltration à 0,2, qui peut-être d'ailleurs était déjà pratiquée avant, mais il ne reste finalement que ça après. Ce que nous avons discuté avec... Je vous coupe, monsieur le rapporteur, elle était bien pratiquée avant. Je vous remercie. Voilà. Elle était pratiquée en plus des lampes à UV, etc. Tout à fait. Premier point. Donc, ma question, on en a parlé hier avec Madame la directrice générale, ancienne directrice de l'ARS Grand Est. Il y a des avant-après qui sont réalisés sur l'eau. J'imagine que vous en réalisez aussi en Occitanie. Et donc, ce que j'appelle les avant-après, vous l'avez compris, c'est avant le filtre et après le filtre. Est-ce que vous constatez, et à quel moment vous constatez, à 0,2, la modification du microbisme de l'eau? Alors, vous avez suivi l'ensemble des documents. C'est la question, c'est-à-dire que nous avons demandé, parce que très clairement, les équipes de l'agent ne sont pas en capacité de répondre à cette question-là. Moi, je n'ai pas d'expert scientifique, si vous voulez, au sein des laboratoires. Oui, c'est qu'elle vous envoyait le contrôle sanitaire. Justement, c'est la raison pour laquelle, au vu des résultats produits par l'exploitant et au vu des résultats également produits par le laboratoire donc, qui a agréé, nous avons demandé des avis scientifiques sur le sujet pour savoir si oui ou non les filtres modifient le microbisme. Les réponses que nous avons,
vous avez la réponse du directeur général de la santé, vous avez la réponse de l'ANSES. Il y a une discussion entre, quand on est à 0,8, a priori, ça ne modifie pas. Quand on est à 0,2, a priori, ça modifie. Et finalement, entre les deux, c'est-à-dire à 0,45, on peut estimer qu'en dessous, ça modifie, et au-dessus, ça ne modifie pas. Nous considérons avec le préfet... Pardon, excusez-moi, moi là, je ne suis pas sur une discussion théorique. Je suis en pratique. Sur les contrôles que vous avez faits... C'est la réponse. Alors, la réponse pratique. Sur les eaux de Perrier, est-ce que les avant-après montraient une modification du microbisme de l'eau? Et à partir de quelle date vous avez cette information que ça consiste en une modification du microbisme de l'eau? En fait, les contrôles ne se font pas avant-après. Les contrôles se font à la sortie. Nous Dans avons le Grand Est, ils se font voilà. avant-après. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont arrêté un certain nombre de forages, nous disent-ils. Moi, vous verrez dans la réponse et la réponse technique, moi, je ne veux pas aller sur la technique si je ne connais pas la chose. Ce qui est certain, c'est que si on met des filtres, non, mais parce que, soyons logiques, si ça ne modifiait en rien du tout l'eau et que ça ne permettait de prendre rien, on ne verrait pas de filtre. Je veux dire, ou alors, je veux bien... Bon, donc en l'occurrence, ça permet les filtres, de toute façon, d'enlever un certain nombre de bactéries. C'est évident. Est-ce que ça, c'est une modification? Et c'est là, je pense, un débat technique. Moi, je suis à la fois DG de l'ARS, je suis aussi consommateur et citoyen. Est-ce que le fait de mettre un filtre qui enlève des bactéries qui ne sont pas bonnes pour la santé, en soi modifie le microbisme de l'eau, c'est-à-dire la pureté de l'eau minérale naturelle? Par définition. En fait, si oui, vous voulez, sauf, parce qu'en fait, sur les sauf que ces bactéries, elles ne sont pas dans l'eau au départ minérale naturelle, dans la nappe. Elles sont apportées par les épisodes Sévenol, etc. Donc c'est quelque chose de facteur extérieur qui est apporté dans l'eau. Donc, donc au départ, vous n'avez pas ces bactéries. Mais les épisodes Sévenol par percolation font que l'eau arrive dans la nappe. Eh bien oui, mais oui. Pourquoi vous dites non, monsieur? Je me suis penché sur cette question, parce que je me suis posé la même question que vous, et je ne pense pas que ça arrive dans la nappe, qui est quand même plus profonde. Je pense que ça vient se rajouter à l'eau qui remonte de la nappe. Mais vous pourrez demander demain à Perrier, mais de ce que j'ai compris, l'eau met une dizaine d'années à atteindre la nappe, et donc je ne pense pas qu'un épisode Sévenol, en 2 jours, atteigne le fond de la nappe. Mais donc, moi je comprends parfaitement votre question et nous nous la sommes posée. Mais, vous l'avez compris dans mes propos liminaires, la question est de savoir si les filtres, par nature, enlèvent les bactéries, mais ces bactéries ne font pas partie de la pureté de l'eau minérale, parce qu'elles n'ont rien à y faire. Donc, vous avez en fait sous vos yeux la réponse à votre question. C'est ça qui est quand même un petit peu difficile à suivre pour nous. Vous savez qu'il y a un sujet avec la microfiltration à 0,2. Et ma question, c'est à partir... Parce que après, vous en parlez dans les différents échanges. Ma question, c'est à partir de quand votre conviction est forgée que cette microfiltration à 0,2 modifie le microbisme de l'eau? Moi, ma conviction, en fait, n'est pas tout à fait celle-ci. Moi, ma conviction, c'est c'est que l'eau doit être sécuritaire pour les consommateurs. Il y a 2 sujets. Il y a la question sécuritaire et la question de la loyauté pour les consommateurs. Oui, mais quand on parle d'eau minérale naturelle, il faut qu'elle soit naturelle. Je suis sur le sujet sécuritaire et je considère que la microfiltration garantit la sécurité. Voilà. Très bien, mais on est d'accord que c'est un autre... Enfin, vous êtes garant de la réglementation dans son ensemble. Vous êtes aussi garant du fait qu'une eau minérale naturelle répond d'une appellation qui renvoie à des choses précises. Sinon, c'est une eau de boisson. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'une eau qui serait problématique ne doit pas être traitée. Au contraire, je pense à l'inverse qu'elle doit l'être, et peut-être même doit-elle l'être complètement avec des lampes à UV, etc. Mais dans ce cas-là, elle n'est pas une eau minérale naturelle. Oui, sauf, encore une fois, le sujet, c'est que tout dépend de quel point de départ nous parlons de l'eau minérale naturelle. Si vous prenez l'eau minérale naturelle en profondeur, parce que sinon, ça voudrait dire que à l'émergence, c'est ça le critère. Le critère, ces bactéries, elles seraient totalement contaminées tout le temps. En quel cas, elles ne seraient plus du tout au minéral naturel. Quand, vous le voyez, quand on détecte et qu'on demande les destructions de l'eau, ce n'est pas comme ça n'importe quand. C'est à chaque fois lorsqu'il y a un épisode Sévenol. Il y a donc un apport extérieur lié à ces épisodes de ces bactéries. Et bien entendu, la microfiltration, mais tout comme les traitements, et pas totalement, puisque vous avez remarqué que lors d'un épisode, avant le retrait des traitements, nous avons demandé la destruction des lots. C'est-à-dire que de toute façon, ça ne permet pas constamment de retirer tout. D'où le contrôle que nous faisons et le retrait des lots. Ça, je le tiens aussi à le signaler. Mais forcément, ces traitements et ces microfiltrations sont là pour
enlever toutes les bactéries et virus nocifs à la santé des citoyens. Alors, donc, oui, après, est-ce que c'est ça qu'on appelle le microbisme? Moi, je ne suis pas très clairement un expert de l'eau. Si l'ARS ne peut pas répondre à cette question, nous avons un problème. Mais je me permets d'avancer pour qu'on puisse avancer sur les différents sujets. Et je rebondis sur ce que vous disiez sur la question des destructions des lots Perrier. Elle a été ordonnée par la préfète, je crois, en 2022, si je ne dis pas, je fais pas d'erreur. Suite au premier événement. Exactement, et par le préfet en 2024. Suite à un autre événement. Tout à fait. Voilà, oui, bien sûr. Oui, vous avez raison de le préciser. Sur votre recommandation, je crois. Est-ce qu'à chaque fois, vous avez eu confirmation, parce que c'est un problème qu'on voit apparaître dans le dossier, que toutes les destructions ont bien eu lieu? Oui, alors nous avons demandé, vous le savez en la matière, les certificats de destruction, et nous avons demandé là à l'entreprise qui a procédé à cette destruction de nous fournir aussi des certifications. Donc vous aurez le détail dans la réponse au questionnaire, mais nous avons bien eu la preuve formelle par l'exploitant que les lots avaient été détruits. Voilà, parce que nous, ce que nous avons dans notre documentation, c'est un courriel de vos services qui, justement, demande à l'ARS un certain nombre de choses parce que l'ensemble des certificats de destruction n'ont pas été transmis. Nous ne les avions pas à un certain moment donné. D'accord. Et maintenant, vous les avez récupérés. D'accord. Merci beaucoup de cette précision, c'est très important. Juste pour vérifier, en fait, vous ne faites donc pas de contrôle sur pièce, sur place plutôt, mais vous attendez que les certificats, c'est vraiment une question purement technique, vous attendez que les certificats vous soient remis par l'entreprise. Sur la destruction? Sur la destruction, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus de doute sur la destruction effective des lots qui sont intervenus. Sauf parce que l'ensemble des intervenants que j'ai cités et fait des faux rapports. Vous avez récupéré l'ensemble. Tout à fait. On a l'ensemble des certificats et donc les gens qui les ont signés ont attesté sur l'honneur que tout était détruit. D'accord, très bien, merci. Je reviens sur la question de la dérogation. Parce qu'en fait, vous, à un moment, vous avez appelé une dérogation. Je vous cite dans un courriel, vous affirmez, ce que vous continuez d'affirmer ce matin, que d'un point de vue de la sécurité sanitaire, pour ma part, en tant que DGRS, je suis favorable au maintien des traitements de filtration et des infections, tout comme la microfiltration. Je suis donc favorable à l'octroi d'une dérogation pour l'année 2023, le temps que les travaux planifiés. Si tel n'était pas le cas, nous serions dans l'obligation de stopper l'exploitation. Vous n'avez pas eu de dérogation formelle? Non. Vous n'avez pas stoppé l'exploitation? Non plus. En l'absence d'instruction en la matière, finalement. D'accord. Merci. Sur l'article 40, est-ce que vous l'avez évoqué brièvement, mais est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui vous a conduit à ne pas pratiquer un article 40 pendant que l'ARS Grand Est en pratiquait un, d'autant que l'ARS Grand Est nous a indiqué hier qu'il y avait une communication qui était établie entre vos services et... alors la question de l'article 40 n'a pas été posée, donc je vous la pose. L'ARS Grand Est vous a-t-elle informé de son article 40? Étiez-vous au courant que l'ARS Grand Est avait fait un article 40? Et pourquoi vous avez arbitré différemment? Alors, moi, je n'étais pas informé personnellement de l'article 40 déposé dans le Grand Est. En revanche, oui, bien entendu, les DG d'ARS se rencontrent à peu près tous les 6 semaines. Au niveau national, nous avons un collège et nous échangeons sur un certain nombre de dossiers. Sur le sujet de l'article 40, et on vous remettra notre fiche d'analyse, et M. Merichelli pourra compléter pourquoi nous n'avons pas fait, avec la préfète du Gard, l'article 40, puisque pour le coup, nous étions totalement en compétences liées sur le sujet. Nous avons estimé que, dans la mesure où Nestlé, de lui-même, nous avait présenté les traitements, présenté son plan de transformation, que tout ça avait été indiqué à l'Inspection générale des affaires sociales lors de leur enquête. Nous avons considéré donc en toute bonne foi, nous devions concentrer notre action sur le retrait de ces traitements, mais que nous ne l'avions pas découvert. Parce que c'est différent. Moi, je n'ai pas suivi la réalisation de l'enquête faite dans le Grand Est. Moi, quand nous faisons cette réunion avec Nestlé le 3 jusqu'au 3 novembre, je ne suis pas informé de ça. Donc ma réunion n'est pas du tout d'ailleurs sur les traitements à la base. Ma réunion elle est pour s'assurer que les lots sont bien détruits. C'est ça le fait générateur. C'est au moment de cette réunion que Nestlé d'emblée nous dit, par ailleurs, nous avons mis des traitements, mais nous en avons tenu informer l'IGAS. Ils nous donnent le questionnaire qu'ils ont donné à l'IGAS, que nous n'avions pas. Nous découvrons tout ça le 3 novembre. Ensuite, je me rends sur place. Je n'ai pas eu besoin de demander d'aller voir là où étaient les traitements interdits. C'est la direction de l'établissement et la présidente de Nestlé qui, d'eux-mêmes,
nous ont emmenés sur un des forages, un des puits de captage, et qui nous ont montré d'eux-mêmes, d'ailleurs même les photos l'attestent, l'existence de ces traitements, de l'armoire qui coulisse, etc. Donc à partir de là, nous avons considéré que nous n'avions pas à faire d'article 40. Là, je vous partage une surprise et une incompréhension, puisqu'en fait, la fraude, ce que vous nous dites, c'est que la fraude est avérée, que le fraudeur vous montre la fraude qu'il est en train de commettre, et cet article 40, ce n'est pas une faculté, c'est une obligation qui est faite aux fonctionnaires. C'est une obligation qui est faite aux fonctionnaires de révéler les éléments pénaux dont ils auraient connaissance auprès des juges et auprès des procureurs qui sont compétents. Et vous évoquiez tout à l'heure la question hiérarchique aussi, en disant que vous en aviez référé à votre hiérarchie au ministère. Que vous a-t-il été dit au ministère du point de vue de cet article 40 ? Nous avons effectivement demandé, et notamment mes équipes, quelle était la position à tenir. Nous n'avons eu aucune réponse. Et par ailleurs, encore une fois, je le répète, Nestlé Water a transmis des éléments, non pas à des services techniques de l'administration. Les éléments ont été transmis à des inspecteurs généraux des affaires sociales. Ce n'est pas tout à fait anodin. Ça veut dire que l'équipe d'inspection du ministère des Affaires sociales connaissait l'existence de ces traitements. Mais moi, je ne suis pas en train de vous dire que l'IGAS, nous avons posé la même question à l'IGAS. Moi, je vous explique pourquoi nous n'avons pas jugé utile avec la préfète, pourquoi nous n'avons pas fait d'article 40. Si vous voulez, nous, on se retrouve dans une situation, pour vous expliquer les choses, où à la fin, en Occitanie, il ne s'est rien passé pendant de longues années, alors que dans le Grand Est, il se passait des choses, et où les services, pour le dire calmement, se passent le ballon en disant c'est pas moi, c'est l'autre, c'est l'IGAS, ça aurait dû être l'ARS, ça aurait dû être la DGCCRF. Donc à chacun, nous posons la question de pourquoi. Pourquoi ? Parce que c'est une obligation de portée générale qui vous est faite. Lorsque vous avez connaissance dans l'exercice de vos fonctions. Et je suis désolé de vous dire que vous avez méconnu cette obligation. Écoutez, moi, j'entends vos propos. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la préfète du Gard, et l'ensemble des collaborateurs, puisque finalement, nous sommes plusieurs, pour le coup, à connaître, à partir du 3 novembre, l'existence de ces traitements, personne n'a jugé utile de procéder à l'article 40. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement, de toute façon, c'est la réalité des faits. Et j'avoue quand même qu'à partir du moment, quand vous apprenez que finalement, l'ensemble de vos autorités sont au courant, et qu'elles-mêmes n'ont pas jugé bon et utile de faire un article 40, au bout d'un moment, et que quand vous posez la question s'il faut faire un article 40, personne ne vous répond, c'est ça un peu curieux. La directrice du Grand Est l'a jugé utile. Je passe ensuite à la question que vous avez, et à la suite de ce qui s'est passé, et notamment à l'inspection du 30 mai 2024, qui est menée par vos services. Et il y a un point qui nous intéresse particulièrement, qui est la question du rapport entre l'autocontrôle et le contrôle sanitaire. Et dans cette inspection du 30 mai, nous apprenons qu'il y a de nombreuses réserves qui sont exprimées concernant la transmission systématique des résultats d'analyse non conformes, d'autosurveillance, qui seraient défaillantes de la part de l'industriel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus, s'il vous plaît, sur votre analyse de ces défaillances et puis, peut-être nous dire à quel moment ce qui s'est passé dans le Grand Est, c'est qu'un certain nombre de contrôles sanitaires renforcés ont été mis en place pour pouvoir faire une analyse virologique, puisque les filtres à 0,2 ne permettent pas d'être tout à fait confortables sur l'analyse virologique et que donc ils appellent une surveillance renforcée lorsque la qualité de l'eau est dégradée. Donc ma question c'est, est-ce que vous êtes satisfait de l'autocontrôle de Nestlé, puisqu'il semblerait que des choses ne vous soient pas transmises? Et deux, au-delà de l'autosurveillance, à quel moment vous mettez en place un contrôle sanitaire renforcé du fait de, à partir du moment où sont débranchées les lampes à UV et les filtres à charbon, et ils sont placés uniquement des filtres à 0,2? Et l'avez-vous fait d'ailleurs? Alors, par rapport à l'ensemble de ces questions, premièrement, une inspection sur site sert justement à vérifier non seulement tout ce que vous avez dit, mais faire en sorte de vérifier que tout ce que nous avions demandé était bien réalisé par le groupe Nestlé sur le site Perrier du Gard. Nous avons les inspecteurs qui donc ont constaté effectivement que nous n'avions pas toujours en temps, en heure utile, les résultats de l'autosurveillance. Donc nous avons très clairement, ça fait partie des recommandations, demandé à être systématiquement destinataire en temps voulu de ces informations. Ensuite,
sur l'ensemble des sujets. Il y a eu une procédure contradictoire, je vous l'ai dit, avec le groupe Nestlé. Ils ont pu apporter des réponses à un certain nombre de sujets et ça fait partie de l'addendum. La surveillance renforcée, elle est mise en place, d'ailleurs, à notre demande. Je vous rappelle que c'est le directeur général de l'ARS Occitanie qui saisit l'ANSES pour savoir précisément ce qu'on doit faire de plus au mois de mai 2024. Non, au mois de mai 2023. Non, je me trompe dans les dates. Ma lettre de saisine est annexée au rapport de l'ANSES, et elle a fait les chourras de la presse par ailleurs. L'ANSES nous répond que nous devons mettre ce suivi renforcé. Donc nous le mettons en place. La question, c'est donc pourquoi... en octobre 2023, au moment où l'ANSES vous répond. Voilà, c'est ça, on est d'accord? Voilà, c'est ça. Vous avez, dans le questionnaire, vous ne l'avez pas posé à l'oral, je crois, une question sur pourquoi un délai s'écoule entre, en gros, octobre 2023 et la mise en place du plan renforcé qui se met véritablement en place en 2024. Pour une bonne... Le contrôle sanitaire se met en place qu'en 2024? Non. La surveillance renforcée. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il fallait qu'avec le laboratoire, ce n'est pas l'agence qui fait le contrôle renforcé, c'est le laboratoire dans le cadre du marché public, revoir, augmenter le nombre de paramètres, etc. Donc ça a demandé un certain nombre de temps. Par ailleurs, sur les aspects destruction, etc., nous avions aussi des interrogations dans le cadre du rapport. Donc ce surveillance renforcée se met de manière en réalité, non pas en octobre, mais en 2024. Sur la virologie, le groupe Nestlé met de lui-même une surveillance sur la virologie. Ça veut dire, contrairement à ce qu'on a pu lire, de lui-même l'exploitant a mis en place dès au moins 2022 une autosurveillance sur la virologie. Nous-mêmes, nous avons demandé au laboratoire d'en mettre une. Aujourd'hui, nous avons une différence d'approche sur les résultats entre ce que nous dit le groupe Nestlé et ce que dit le laboratoire. Nous avons donc ressaisi le laboratoire pour avoir son avis et les explications sur les différences entre le résultat des contrôles donc par le laboratoire de Nestlé et le laboratoire de l'agence. Je suis en attente de cet avis, entre guillemets, scientifique du laboratoire national pour comprendre pourquoi il y a des différences entre les contrôles que font les Nestlé et les contrôles que nous faisons. Mais juste pour être complètement rassuré, est-ce que par précaution, quand même, enfin, vous avez des écarts entre les deux analyses, est-ce que par précaution, vous vous fondez sur les analyses de l'agence comme point de départ de l'ensemble de vos recommandations et de l'ensemble de vos sujets? On prend toujours les analyses qui, entre guillemets, sont les pires. Très bien. Et en l'occurrence, même si les analyses sont divergentes, elles ne remettent pas en cause la sécurité de l'eau. Voilà. Parce que si c'était le cas, il n'y a pas... Vous faites des destructions. Non seulement nous faisons des destructions, ça veut dire nous demandons l'arrêt de la production. Ça commence par là. Et puis si l'eau a déjà été produite, effectivement, nous demandons la destruction. C'est systématique. Il n'y a pas de question à se poser, là, pour le coup. Très bien. Mais voilà, donc en fait, juste pour qu'on essaie de clarifier ensemble les choses, l'autocontrôle présente deux limites. Un, on a un désaccord avec l'industriel sur les résultats. Deux, il diffère, il tarde, il n'envoie pas tout ce qu'il doit envoyer, c'est ce que vos inspecteurs constatent. Et c'est donc bien notre rôle que, du coup, sur la base de ça, nous demandons à la fois à l'exploitant de nous transmettre en temps voulu, en heure utile, les résultats, et deuxièmement, nous demandons une expertise technique sur la divergence des résultats des analyses. D'accord. Juste pour, donc, bien qu'on ait le schéma en tête. Et je n'ai pas encore à ce jour, sauf si elle est arrivée aujourd'hui, la réponse. Hein, oui, très bien. Juste pour qu'on ait bien le schéma en tête, c'est-à-dire qu'à partir du moment où sont retirés les filtres illégaux, UV, charbon et UV. Oui. Donc la date de ce retrait, c'est donc en août 2023, je ne sais plus si c'est le 11 ou le 8, ça il faut... D'accord. Enfin, c'est en août 2023. D'accord. Donc, en fait, finalement, la période dans laquelle il n'y a pas eu de contrôle sanitaire renforcé, elle se borne où vous-même vous êtes substitué, parce que vous êtes substitué à Nestlé, où vous avez mis en place le protocole ANSES, finalement, c'est que de août à octobre 2023, oui, si je résume. Tout dépend. Alors attention, tout dépend de ce qu'on appelle renforcé. En fait, le contrôle sanitaire, il a toujours lieu. Renforcé, virologique, selon le protocole de la l'ANSES. virologie, c'est effectivement à partir
du moment où nous avons saisi l'ANSES et que l'ANSES nous a rendu son rapport. Donc à partir de quand les premières analyses sur le contrôle? Les premières analyses, c'était à partir de 2024. Je n'ai plus le D'accord. mot exact. Ça, vous l'aurez dans le questionnaire. D'accord. Donc là, donc ce que vous me dites, c'est que sur une période presque d'un an, si vous n'avez pas mis en place le protocole virologique de l'ANSES, d'abord au début parce que vous ne l'aviez pas, et ensuite parce que vous avez eu un temps de mise en œuvre, si je comprends bien. Tout à fait, et d'adaptation du laboratoire. Mais un an. Mais ceci étant, un an avec Nestlé avait l'autocontrôle lui-même défaillant de son Nestlé. autosurveillance sur la virologie. Oui, mais qui est défaillante. Qui est défaillante. Qui est défaillante. Je n'emploierai pas le mot défaillant. D'accord. Elle est simplement, les résultats sont divergents sur certains points avec ce que nous avons nous-mêmes fait en termes d'analyse. Défaillante sur les transmissions aux autorités sanitaires, si je puis Ça, c'est préciser. autre chose. C'est autre chose. Vous avez effectivement, parce que ce n'est pas que le suivi renforcé, c'est que vous avez des résultats qui ne sont pas transmis dans les temps et les délais voulus. Mais l'autosurveillance, elle est bien faite. Donc moi, je ne parle pas de défaillance. Simplement, il y a une divergence entre les résultats. Donc on doit comprendre pourquoi les résultats de Nestlé donnent ça et pourquoi les nôtres donnent ça. Bon, gageons que s'il y a une divergence, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait mal son travail. Non, je ne dirais pas ça non plus. Vous pensez que c'est qu'une question de méthodologie? Non, mais je ne sais pas. Alors, ça peut être, non, mais ça peut être ça. Mais c'est pour ça, très franchement, nous le saurons quand le laboratoire national nous aura donné ce qu'il en est. Parce que sinon, je ne l'aurais pas saisi. Si nous avions avec les équipes d'emblée, nous savions pourquoi c'était divergent. Là, nous n'arrivons pas à l'expliquer. Donc, à partir de ce moment-là, nous nous en remettons aux experts scientifiques. Et sur 2024, sur la destruction qui a eu lieu, c'était une destruction qui était liée à des enjeux virologiques? Donc, il y a eu un épisode de Sévenol, et je ne sais plus si c'était à la fois bactériologique et virologique. Nous avions des entérocoques, etc. En tout état de cause, ce n'était pas conforme. Là, pour le coup, nous excédions les seuils. Voilà. D'accord. Dernière question sur ce point. Est-ce que... Par contre, je pourrais vous donner, parce que je ne veux pas faire une erreur. Moi, je ne suis pas, encore une fois, un scientifique. Je ne veux pas faire d'erreur entre la bactério et la virologie. Donc, vous aurez dans la réponse précisément si c'était bactério-virologie. Je ne veux pas vous affirmer que c'était que bactério ou que virologie, parce que je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Juste pour, mais en tout état de cause, ce n'était pas conforme et ça dépassait les seuils réglementaires. Donc, on demande la destruction. Et juste pour comprendre, est-ce que lorsqu'il y a des manque de diligence de la part de l'industriel sur la remise de ces analyses, est-ce qu'il y a des sanctions qui ont été prises, qui sont prévues? Est-ce que vous avez... Le Code de la santé publique, aussi curieux que ça puisse être, ne prévoit aucune sanction. D'accord. Donc il n'y a là, pour le coup, aucune sanction à appliquer. Ça peut être tout à fait. Demande de modification de Nestlé. Donc Nestlé dépose dès l'automne 2023 une demande complète de modification de son autorisation d'exploitation sur le site de Perrier. Est-ce que c'est terminé aujourd'hui, cette instruction sur la demande de modification? Alors, l'instruction n'est pas terminée, puisque le préfet n'a pas pris pour l'instant sa décision. De votre côté? Et de votre côté, c'est terminé? Non plus, puisque nous avons, dans le cadre de l'instruction, donc nous avons... Alors, peut-être préciser que, par ailleurs, ce plan de transformation complète fait suite au plan de transformation suite à la retrait des traitements interdits. Enfin, tout ça, il y a un enchaînement de plans. Ce plan a fait l'objet déjà d'une grande analyse de notre part, mais nous avons besoin d'un avis des hydrogéologues. C'est prévu par la procédure. Il se trouve, je ne sais pas si ça a déjà été dit au cours des auditions, que les hydrogéologues étaient en grève au cours des derniers mois, que nous avons eu beaucoup de mal... Pendant un an et demi? Oui, mais... Bon, moi, je ne sais pas, de grève. Oui, c'est une grande difficulté. Chez soi, non, mais c'est une grande difficulté de trouver des hydrogéologues. Pas qu'à Perrier, sur l'ensemble de la France et en particulier en Occitanie. Il n'en reste pas moins que ça y est, nous en avons un, et donc nous avons demandé l'avis d'un hydrogéologue. Dès que nous aurons l'avis de cet hydrogéologue plus l'avis du laboratoire, nous aurons un dossier complet pour pouvoir le soumettre à la décision du préfet du Gard. Mais dans l'attente de ces avis, nous ne sommes pas en capacité, pour l'instant, de proposer une décision au préfet. Pourtant, dès février 2024, et c'est ça qui, moi, me surprend, la position de l'ARS sur la pureté originelle, elle est finalement posée. Je reprends un compte-rendu d'une réunion interne de l'ARS sur ce sujet. Au regard des résultats d'analyse sur les 5 forages, l'eau ne peut répondre à la définition d'eau minérale naturelle. Le retrait des dispositifs de traitement au robinet de prélèvement a mis en lumière la présence de contamination microbiologique régulière du forage. Donc votre conviction est faite, on dirait à ce moment-là, et ce que vous constatez en février 2024
estimez-vous que ça doit avoir une répercussion sur, ou plutôt, est-ce que ça a eu une répercussion sur l'exploitation des captages Romaine 4, Romaine 6 également? En fait, est-ce qu'ils sont aujourd'hui arrêtés, en fait? C'est alors, sur les simplifier forages, la question. là, on vous répondra précisément, mais par rapport à ce que vous dites, ma conviction. Alors, d'une part, la réunion dont vous faites parler, c'est une réunion technique à laquelle je ne participais pas. Mais elle est révélatrice du problème. C'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de traitement, imaginons même qu'il n'y ait plus la microfiltration, nous ne pouvons pas dire autre chose que l'eau, elle est extrêmement fragile, puisque ça veut dire qu'au moindre épisode sévenol, et hélas, avec le réchauffement climatique, où l'Occitanie est la première région touchée, nous avons de plus en plus d'épisodes sévenols et sur une période de plus en plus longue. Ça veut donc dire que la vulnérabilité de l'eau, effectivement, elle est mise en cause. Et donc, nous ne faisons que dire, finalement, et c'est aussi ce qui est dit dans le rapport d'inspection à l'exploitant, qu'il y a un sujet. À partir du moment où ils sont interdits de mettre des traitements, très clairement, ça veut dire que l'eau, elle va être vulnérable très, très souvent. Et si vous avez des épisodes sévenols qui se répètent au moins sur 6 mois de l'année, parce que c'est ce que nous constatons dorénavant, ça dure de septembre jusqu'à, j'ose dire, février, parce que nous avons un épisode sévenol, pas plus tard que ce week-end qui est annoncé, avec de fortes, cette fois-ci, chutes de neige dans les Cévennes. Est-ce que ça aura une répercussion ou pas sur Perrier? Les contrôles nous le diront. Mais on ne fait que dire qu'en fait, il y a une très, très grande vulnérabilité. Et pourquoi? Encore une fois, vous allez le voir demain. La situation géographique de Perrier, ça, j'entends très bien voilà, le rend de fait vulnérable. Vous verrez où c'est situé. Vous avez, depuis 1863, eu la construction, vous n'êtes pas loin du bassin rhodanien, vous avez de l'industrie. Vous savez que c'est dans le Gard, par ailleurs, où nous avons le j'ai encore beaucoup de questions et peu de temps. D'accord, mais je réponds. Mais c'est gentil, merci beaucoup, mais c'est très clair. La conviction, c'est intéressant, donc tout à fait. On pourra peut-être vous accorder plus de temps, de largesse. Voilà. Si vous êtes large, il n'y a pas de problème. Non, peut-être pour revenir sur les derniers éléments et les derniers événements. Le 8 novembre 2024, vous sollicitez, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, la Direction générale de la santé par courrier, afin qu'il clarifie la position nationale. Vous avez une réponse en date du 28 novembre qui fixe un cadre, en tout cas. Du directeur général de la santé. Directeur général de la santé. Lorsque des dispositifs de microfiltration avec seuil de coupure inférieur à 0,45 sont utilisés, le préfet met en demeure l'exploitant de régulariser ces installations. Bon, les choses sont dites. Le 16 décembre, vous transmettez au préfet une note très claire pour le coup, qui indique « Je me permets d'attirer votre attention à nouveau, je note, particulièrement sur l'écart numéro 4 qui avait conduit la mission d'inspection à considérer que les traitements de microfiltration à 0,2 utilisés sur l'ensemble du réseau de distribution d'eau minérale de Perrier étaient non conformes aux exigences réglementaires. Ces traitements ont pour effet de modifier la composition de l'eau minérale. » Comment vous accueillez et vous comprenez la réponse du préfet par courrier du 18 décembre 2024 où il vous demande de vérifier le fondement juridique d'une telle décision? Je l'accueille d'une part par une note complémentaire, je pense que nous vous l'avons transmise, et puis par ailleurs, le préfet Jérôme Bonnet vous le dira, nous avons une réunion ensemble, puisque le préfet me dit très clairement que juridiquement, nous avons un problème d'assise juridique, puisque ni la réglementation européenne, ni le code de la réglementation française ne dit précisément que les filtres ne sont interdits. La réglementation, elle dit que ça ne doit pas modifier le microbisme. Le directeur général de la santé, effectivement, m'écrit. Mais ce n'est qu'une lettre du directeur général de la santé. Ça ne vaut pas force de loi ni de réglementation. Par ailleurs, je dis au préfet que nous avons un autre site autorisé à Luchon qui, lui, pratique la microfiltration. À combien? Alors, a priori, à 0,2. Donc, en fait, et c'est connu depuis 2005, si vous voulez, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vous en prie. L'arrêté, non mais je réponds à Madame la sénatrice, l'arrêté par contre ne précise pas, si c'est ça votre interrogation, l'arrêté ne précise pas, mais en fait, en réalité, voilà, et l'arrêté ne dit pas si c'est 0,8, il dit que c'est autorisé les filtres. Voilà, alors une fois qu'on a dit ça, en fait, tous les filtres sont autorisés. Donc le préfet me dit, nous avons un problème juridique. Et si nous demandons à l'exploitant sur aucune base juridique et uniquement sur la base de l'avis du directeur général de la santé, en fait, l'exploitant est en droit de faire un recours et nous perdrons le recours. Donc le préfet me dit, nous devons avoir une assise juridique. C'est la raison pour laquelle, et moi je ne change pas d'avis, si c'est votre question, entre mes notes
et la lettre que nous co-signons au Ah oui, ministre. parce qu'en fait, c'est ça qui est surprenant. Mais C'est non, que mais c'est exactement... vous co-signez une lettre qui dit l'inverse de vos notes. Pas du tout. Bah, je peux la citer si vous voulez. Non, Franchement, pas du apporter la preuve que non-impact de la Monsieur le filtration. rapporteur, je réponds à votre question. Ouais. Dans mes notes, je confirme que, normalement, avec l'ensemble des avis que nous avons de l'ANSES et du directeur général de l'Assemblée, on ne doit pas pratiquer la microfiltration. Sauf que le préfet me dit, juridiquement, nous avons un problème parce que ça ne s'oppose pas à qui que ce soit. Conclusion d'un commun accord, nous demandons au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins de bien vouloir confirmer si oui ou non on doit retirer ces filtrations. Et si la position de dire nous demandons à l'exploitant d'apporter, parce que c'est ce que dit la loi, d'apporter la preuve que ça ne modifie pas le microbisme de l'eau, en quel cas il peut continuer à faire l'application. C'est ce que vient de faire le préfet, puisque le préfet, je pense que vous n'avez pas encore eu cette lettre-là, moi qu'il vous l'ai fournie, vient de signer, de notifier au groupe Nestlé en leur demandant, sous un délai, j'ai un doute sur si c'est 1 mois ou 2 mois, mais 2 mois, merci Monsieur le Président, d'apporter la preuve scientifique que ça ne modifie pas le microbisme. À partir de là, quand nous aurons la réponse de Nestlé, de 2 choses l'une, ils apportent la preuve que ça ne modifie pas le microbisme, ben ça veut dire que la filtration peut continuer. 2 remarques. S'ils n'apportent pas la preuve, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas laisser la microfiltration. 2 remarques, si vous me permettez. Je trouve qu'il est attaché ici beaucoup d'importance à la sécurité juridique de votre décision, beaucoup moins lorsqu'il s'est agi d'appliquer les conclusions de la CID de 2023. Je le note au passage et je me permets de l'exprimer parce que la CID autorisait une microfiltration sous un avis de l'ANSES qui allait à des niveaux bien inférieurs à l'avis de l'ANSES de 2001 et qui donc posait la question qui était en jeu. Et à ce moment-là, je remarque que le préfet n'a pas écrit de la même manière. Je ferme la parenthèse. Vous posez la question au préfet. Je poserai la question au préfet, mais je me permets de le noter. Je vous dis ce qu'il en est. Je me permets de le noter tout de même. Mais ne dites pas que j'ai changé de position. Ah, en tout cas, vous co-signez quelque chose qui... alors que vous avez une certitude, que vous étayez par 2 notes, vous reposez la question. Vous avez un directeur général d'agence qui travaille main dans la main avec les préfets de département. C'est peut-être pas le cas partout, mais nous gérons ensemble l'ensemble des dossiers. Donc à partir du moment, le préfet ne remet pas en cause ma note, le préfet ne remet pas en cause ce que je lui dis, mais à partir du moment où il a un doute, mon rôle, et il n'y a qu'un seul représentant de l'État dans un département, le préfet de département. Le DG de l'ARS n'est pas représentant de l'État. À partir du moment où le représentant de l'État me dit « j'ai un doute d'un point de vue juridique », je me dois de l'accompagner. C'est logique. Entendu, mais sur votre note, page 5, vous notez que c'est le rapport d'audit de la Commission européenne, sur une directive qui a rappelé le caractère non réglementaire de l'utilisation de la microfiltration. Et vous réembarquez, si je me permets, dans un courrier co-signé, alors que vous avez la réponse à votre question. Monsieur le préfet vous le dira bien mieux que moi, il considère que le rapport de la Commission européenne ne vaut pas force de loi. D'accord. Ni le rapport de la Commission européenne, ni l'avis de la DGS, ni finalement la réglementation elle-même. Je suis désolé, ce n'est pas la loi. C'est juste. Voilà. Moi, je ne dis rien de plus. Commentaire que je fais. Je ne dis rien de plus que qu'est-ce qui a motivé ce courrier et la décision du préfet. Pour pouvoir laisser un peu de temps à mes collègues, je vous pose une ultime question. Peut-être vous octroyer un peu plus de temps, si Monsieur le Directeur Général, voilà, parce que pour laisser aussi le temps de vos questions, Monsieur le rapporteur. Merci, Président. Merci beaucoup. Je n'ai qu'un impératif, c'est de reprendre un TGV pour Toulouse, car je suis attendu à une inauguration d'IRM ce soir à 18h30. Voilà. On vous l'autorisera de partir. Vous savez tout. Peut-être 2 questions, du coup, vu que le Président me donne un peu de rab. Une réponse vous a-t-elle été apportée à la suite de ce courrier du 14 janvier que vous avez co-signé avec Monsieur le Préfet? À ce stade, nous n'avons pas eu de réponse. Vous n'avez pas eu de réponse, mais le préfet attendez, je finis. Mais le préfet a quand même pris la décision de finalement aller vers la solution que vous lui proposiez en donnant un délai de 2 mois. Si vous avez bien lu la lettre co-signée, la dernière phrase, nous expliquions quelle était notre position et sauf avis contraire, nous la mettrons en œuvre. C'est-à-dire la lettre qu'il a faite le 20 janvier. Oui, mais là vous mettez en œuvre avant. Finalement. Non. Ah, sauf avis contraire, pardon. Excusez-moi, entendu. Excusez-moi. Par ailleurs, mais je complète, c'est important. En revanche, il y a eu une réponse du directeur général de la santé. Oui. Puisque moi, j'ai transmis cette lettre au ministre, plus exactement à son directeur de cabinet, en mettant en copie
le directeur général de la Santé. Le directeur général de la Santé nous a répondu par mail en nous disant qu'il maintenait la position qu'il avait écrite dans son courrier du 28 octobre ou novembre, enfin bref, celui que vous avez cité tout à l'heure. Je termine par une question. Et si vous n'avez pas ce mail, nous pourrons bien entendu vous donner ce mail. Avec grand plaisir, je ne suis pas sûr que nous l'ayons, mais il faudrait le vérifier, je crois pas. Peut-être que c'est trop frais comme documentation par rapport à nos demandes, donc on sera content d'avoir de toute façon, les produits du nous marché. Tenons à votre disposition encore plein d'autres documents. Je vous remercie. Peut-être une ultime question qui permet, à mon avis, peut-être de résumer nos échanges et mes questions. Finalement, aujourd'hui, est-ce que vous considérez que, au regard du critère de pureté originelle, le Perrier est toujours une eau minérale naturelle? Alors, il y a des silences qui disent beaucoup. Non, mais je vais vous répondre. J'hésitais à vous dire ce que j'allais vous dire maintenant. Il se trouve qu'avant de rejoindre cette commission, nous avons été prendre un café. Mon directeur de cabinet, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, a commandé un Perrier. Il a expressément demandé une eau minérale naturelle. Parce que moi, quand je vais dans un bar, quand je demande un Perrier, c'est comme quand je demande un Coca-Cola. Pour moi, ça ne vient pas à l'esprit que c'est d'emblée une eau minérale naturelle. Pour moi, je bois du Perrier. Voilà. En revanche, quand je débouche ma bouteille de Perrier fine bulle à table, là, j'ai l'impression vraiment de boire de l'eau naturelle minérale. Il y a déjà, je trouve, et là, c'est le consommateur qui vous parle, parce qu'on dit souvent que les DG d'ARS sont des monstres froids, bureaucrates, etc., mais il se trouve que nous vivons aussi. Il y a déjà, je trouve, une nuance entre le Perrier que vous commandez dans un bar et l'eau minérale naturelle Perrier que vous buvez à table. Bon, mon directeur de cabinet commande donc ce matin sa bouteille de Perrier en précisant que c'est une eau minérale naturelle. Le serveur, d'ailleurs, lui amène du Perrier sans qu'il lui demande. Je suppose qu'il n'y avait que ça dans le bar qui se trouve pas loin d'ici, du Sénat. Quand vous regardez l'emballage, en gros, vous avez source Perrier, source, et rappelez-vous mes propos liminaires, je vous rappelle que la réglementation de l'eau de source est un peu différente de l'eau minérale naturelle. Et puis vous avez sur les deux côtés, parce qu'on a eu le temps de l'étudier, il est marqué eau minérale naturelle. Bon. Vous me dites, est-ce que vous considérez que Perrier est toujours une eau minérale naturelle? Moi, je vous dis oui. Pourquoi? Parce que, à la base, le Perrier est bien puisé dans une nappe qui est de l'eau minérale naturelle. Simplement, il se trouve qu'avec des épisodes sévenols, cette eau se trouve contaminée par des éléments extérieurs, et qui nécessitent donc de deux choses l'une, soit des traitements, mais comme les traitements sont interdits, tout simplement l'arrêt de la production. Et voilà. En tout état de cause, je considère que enlever les choses nocives à la santé par des traitements, que ce soit à charbon ou que ce soit par la microfiltration, ne remet pas en cause à la base que c'est bien une eau naturelle minérale. Et après, ça n'existe pas l'eau qui serait... faut quand même, je pense qu'il faut... Non, mais juste, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, vous êtes en train de décrire une eau de boisson. Une eau qui est traitée, c'est une eau de boisson. Une eau qui n'est pas traitée, c'est une eau minérale naturelle. D'où vient l'eau? D'où vient l'eau? Ça dépôt, vous savez, elle peut non, mais prendre... soyons logiques. Elle vient des glaciers, elle vient des sources, mais à la base, elle vient de... Mais l'eau, le cycle de l'eau, il est connu. Qu'elle soit naturelle ou pas naturelle, c'est toujours le même. C'est le même cycle. Simplement, le fait que ce soit dans une eau minérale, c'est qu'elle est restée très longtemps en profondeur. Voilà. Moi, je vous donne mon point de vue. Encore une fois, mon sujet, finalement, et peut-être que je rebondis sur vos derniers propos. Moi, mon sujet, c'est pas tant de savoir si c'est de l'eau de boisson, de l'eau minérale naturelle. Mon sujet, c'est de garantir que ce que boit l'ensemble des consommateurs, qu'ils soient en France ou à l'étranger, est en toute sécurité sanitaire. Et ça, j'ai la garantie. Par ailleurs, pourquoi les Américains considèrent que le Perrier traité est une eau minérale naturelle? Puisque c'est ça le sujet. Nous avons occulté ça. Nous avons des réglementations différentes. Est-ce que c'est la réglementation qui fixe que c'est qu'une eau minérale naturelle ou est-ce que c'est le scientifique? En tout état de cause, quand vous allez aux États-Unis, vous buvez exactement le même Perrier ou du minéral naturel Perrier, et pour autant, elle est traitée. Je dis un dernier mot, si vous me permettez, Monsieur le Président, juste pour vous dire, que je crois que votre mission, c'est d'appliquer la loi et toute la loi.
pas seulement la partie de la loi qui concerne la question sanitaire, celle aussi qui protège le consommateur. Je rappelle que l'eau en bouteille, c'est 200 fois le prix de l'eau du robinet. Et que si les gens viennent chercher naturalité et minéralité, il faut que les choses soient respectées. Voilà. Oui, mais monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous dire que d'une part, je ne suis pas en charge de la consommation, et deuxièmement, le consommateur, effectivement, doit savoir ce qu'il en est, mais personne ne l'oblige à acheter de l'eau en bouteille. En revanche, l'eau de boisson, donc celle que vous avez à votre robinet, là, c'est la seule eau dont il est la utilisation tous les jours. Et là, pour le coup, c'est imparable. Écoutez, merci, monsieur le rapporteur. J'allais dire, dans cette région occitanie, je connais bien les traditions locales. Vous avez fait un beau mano à mano entre vous, monsieur le rapporteur, et le directeur général Occitanie de l'ARS. Donc, il y a deux de nos collègues qui souhaitent poser des questions, Madame Linkened et Madame Gull. Je commence par vous, Madame Linkened. Merci bien, Monsieur le Président. Bonjour. Je voulais juste, finalement, dans le droit fil des échanges que vous avez eus avec mon collègue rapporteur, revenir sur un ou deux éléments. Vous avez dit, en parlant de l'article 40, que vous aviez avec la préfecture compétences liées. J'aurais bien aimé que vous explicitiez encore une fois la raison pour laquelle vous considérez avoir compétences liées sur ce sujet. Vous avez dit également « le préfet me dit juridiquement ». Or, il me semble que vous n'êtes pas sous la tutelle du préfet. Est-ce que vous pouvez me le confirmer ? Et il me semble que le droit n'est pas dit par le préfet. Le droit est dit par la justice. Est-ce que vous pouvez également me le confirmer ? Puisque vous avez par ailleurs dit un peu plus loin le droit est dit par la loi. Qu'est-ce que la j'ai loi, dit ? la justice le droit, interprète oui, la par loi. la loi est interprété par la justice. Enfin, l'instance dans notre pays qui doit vérifier si le droit est respecté ou non, avant le préfet, me semble-t-il, ce sont les institutions judiciaires. Parce que vous avez dit aussi, encore une fois, mais ça rejoint ma question précédente, un peu plus loin, quand on ne parlait plus forcément de l'article 40, que vous travaillez main dans la main avec le préfet, ce qui, je dois le dire, n'est pas désagréable à entendre, puisque à travers les multiples auditions que nous avons faites, j'ai souvent posé la question de la coopération des uns avec les autres. Et donc, je trouve ça plutôt bien, pour le coup, d'entendre que vous travaillez main dans la main avec le préfet, mais encore une fois, la coopération n'empêche pas, me semble-t-il, que vous soyez des instances indépendantes. L'ARS est un établissement public à part entière et que ça n'exonère pas les uns et les autres de leurs responsabilités propres. Merci. Monsieur le directeur. Merci, Madame la sénatrice. Le préfet, tout comme moi, nous sommes nommés au Conseil des ministres par le Président de la République sur proposition du gouvernement. Le préfet représente l'intégralité du gouvernement. Quant à moi, vous l'avez dit, je dirige un opérateur public de l'État en charge de la santé sur une région. Il n'en reste pas moins, mais peut-être qu'on peut me le reprocher, mais en tous les cas, pour le coup, moi je ne changerai pas d'avis, que le seul représentant de l'État dans un département, c'est le préfet, indépendamment des textes qui fixent les champs de compétences des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle, effectivement, en région Occitanie, je ne parle que pour ma pratique, je travaille avec les 13 préfets, main dans la main. Ils sont destinataires de l'ensemble de nos travaux. Je les informe de tout ce qu'on fait. Et je pense devancer même certains textes à venir. Ça me paraît expressément important de le souligner. Et c'est vrai pour le préfet du Gard, comme pour le préfet de région, qui est mon président de conseil d'administration. Et donc, il n'y a pas un sujet qui ne soit pas évoqué avec chacun des préfets quand ça touche leur territoire en matière de santé. Par ailleurs, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est encore mieux, puisque la compétence sur l'eau, nous l'exerçons par délégation du préfet, dans le cadre d'un protocole que toutes les ARS ont signé avec chacun des préfets de département en 2010, protocole qui a été établi au niveau national selon un modèle que nous avons ensuite adapté en fonction des dispositions des départements. Ce qui veut donc dire
que ce que j'ai appelé peut-être de manière non juridiquement valable compétences liées, en fait, nous sommes bien liés, ne serait-ce que juridiquement par ce protocole et par les textes qui fixent que le contrôle sanitaire de l'eau se fait effectivement par l'Agence régionale de santé, mais pour le compte du préfet de département qui, in fine, prend les décisions en matière de gestion des risques et d'autorisation. Par exemple, quand il s'agit d'interdire une eau de baignade ou une eau de boisson ou une eau conditionnée, ce n'est pas le directeur général qui prend l'arrêté, c'est le préfet de département. Et ça reste de sa compétence propre. Mon rôle est de lui fournir l'ensemble des éléments pour qu'il puisse prendre sa décision. Mais mon rôle n'est pas de prendre la décision à sa place. Deuxièmement, vous dites... Pardon, je me permets de préciser que vous avez utilisé le terme de compétences liées, non pas en lien avec les autorisations, mais avec l'utilisation de l'article 40. Oui, mais j'y viens. Qui, comme l'a très bien dit le rapporteur, s'impose à chacun. Madame la sénatrice, j'y viens. Quand je dis qu'avec nous avons évoqué conjointement ce sujet avec Madame la préfète du Gard. C'est normal, nous travaillons... Enfin, je suis désolé, mais... Moi, mon mode de travail, il est ainsi. Donc, tout sujet, nous l'avons évoqué de manière tout à fait transparente et libre avec Madame la préfète. Nous n'avons pas jugé, ni elle, ni moi, en l'absence par ailleurs d'instruction du national, et compte tenu que tout ça avait été livré aux inspecteurs généraux des affaires sociales, que nous apprenons d'ailleurs, non pas par eux-mêmes, ni par le ministère, nous l'apprenons par le groupe lui-même. Nous avons estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire un article 40, puisque les autres personnes avaient elles-mêmes estimé qu'il n'y avait pas lieu d'en faire un. Voilà. C'est ça que j'appelle notre... Voilà. Et puis, encore une fois, je reste convaincu que ce mode de fonctionnement est le bon. Nous, les agences régionales de santé, alors ça peut ne pas être d'accord, mais ne sont pas des agences totalement autonomes, indépendants du reste du monde. Non, il y a un seul représentant de l'État dans le département, c'est le préfet. C'est mon mode de fonctionnement, je l'assume clairement, et ça me paraît logique et normal. Et par ailleurs, sur le droit, je rappelle quand même que l'administration, avant même la justice, c'est le rôle d'appliquer la loi et la réglementation. La justice vient après. Mais le rôle premier, c'est nous, quand même. Merci, monsieur. Donc, on va passer à notre collègue Mme Gull, si elle peut être la plus synthétique possible pour perdre moins de temps pour une réponse de ce directeur. Monsieur le Président. Oh, vous savez faire l'art de la synthèse. Je vais poser 3 questions, juste avant 2 remarques. Et demi. 2 remarques. Je trouve que c'est beaucoup de circonvolutions pour justifier que vous n'ayez pas agi pendant ces années-là. Quand je dis circonvolution, c'est quand j'entends qu'aujourd'hui encore, vous êtes en train de demander un rapport pour savoir pourquoi il y a divergence entre les autocontrôles et vos propres analyses. Les bras m'en tombent. C'est un dossier qui date de 2021, où les consommateurs ont été floués, où ça s'est fait au vu et au su des ministres, où vous-même... Vous n'avez même pas été informé dans la première année. Bon, je trouve que ça fait quand même, là, vraiment, c'est très, très long. Et à un moment donné, il va quand même falloir que chacun, et à votre rôle, que chacun joue son rôle et remplisse sa mission. Il me semble, moi, que là, ça fait beaucoup d'études, beaucoup de demandes, beaucoup de contrôles supplémentaires, alors qu'en réalité, si, quand vous l'aviez vu, vous aviez dit à Perrier, on arrête la production tant que vous ne mettez pas tout ça en place, 6 mois après, on aurait réussi à le mettre en place correctement et vous auriez peut-être là pu faire votre travail de contrôle normalement. Et il me semble que c'est ça. Donc, je reviens quand même. Ma deuxième remarque, c'est sur les filtres à 0,2. Oui, il y a effectivement un filtrage. J'aimerais plutôt vos questions que vos remarques. Parce qu'on a il y a un filtrage à 0,2, juste qu'il n'y a pas d'arrêté à 0,2. Et quand vous dites ça se fait sur le département, ben non, ça ne se fait pas avec un arrêté préfectoral. Et c'est bien l'arrêté préfectoral qui vaut. Bien sûr, c'est pas ce que font les uns et les autres. C'est le fait que l'arrêté préfectoral donne l'autorisation de le faire. Et ça n'est pas le cas puisqu'il n'y a pas d'arrêté préfectoral qui explicitement le dit, me semble-t-il. Après, peut-être que depuis, il y a un arrêté préfectoral. Ma question est la suivante. Avez-vous eu, avec votre collègue des Vosges qui a déposé un article 40, une discussion sur le fait de déposer un article 40 ? Avez-vous eu des relations avec elle ? Je n'ai pas très bien compris, en fait, quand vous avez répondu, donc je repose la question. Avez-vous eu avec elle des discussions sur le fait de déposer un article 40 ? J'imagine qu'elle vous a prévenu, puisque c'est
constats étaient sans doute les mêmes que les vôtres, ou en tout cas qu'à un moment, vous avez échangé sur ce sujet. Vous avez terminé ? C'est ma première question. Ma deuxième question, je veux bien que vous nous parliez de traçabilité, puisqu'en fait, lors de votre inspection du mois de juin 2024, les inspecteurs ont dit qu'ils n'étaient pas en capacité de savoir si la traçabilité était assurée. Autrement dit, il n'y avait pas de traçabilité entre l'eau de boisson et l'eau minérale naturelle. Or, c'est précisément le sujet pour Perrier. C'est le sujet. Est-ce que Perrier, aujourd'hui, a des chaînes, sur la même chaîne de production, est autorisé à faire et de l'eau de boisson et de l'eau minérale naturelle? Comment s'assurer et comment vous assurez-vous que ce que vous contrôlez est bien la bonne eau? Parce que s'il n'y a pas de traçabilité, ça veut dire que la fraude peut perdurer encore pendant des décennies. Hein. C'est une autre manière de de se couvrir pour la fraude. Donc nous, ici, on veut que cette fraude s'arrête. Donc si vous pouviez répondre à cette question sur la traçabilité, c'est ma deuxième question. Et ma troisième, avez-vous eu, à un moment ou à un autre, des instructions ou des relations avec le cabinet de l'Élysée? Je crois que, voilà, aux questions 1 et 3, vous pouvez répondre par oui ou par non, puisque oui. C'était question. Sur la question 2, vous pouvez un peu plus développer. Mais comme je connais votre art de la synthèse, je vous fais confiance de mettre pour le plus court possible, monsieur le directeur. Si, Monsieur le Président, en réponse à vos questions, Madame la sénatrice, d'une part, je ne pense pas qu'on puisse dire que nous n'avons rien fait. Ah non. Bien au contraire. Deuxièmement, sur l'arrêté préfectoral dont je parle de l'arrêté préfectoral sur la Haute-Garonne à Luchon. Je ne parle pas d'un arrêté préfectoral dans le Gard. Je dis qu'il y a un arrêté préfectoral dans le Gard qui a été pris et qui autorise la microfiltration sans préciser la taille du filtre. Eh oui. Bon. Oui, d'accord. Mais inférieur à 0,8. Oui. Voilà. Donc, mais voilà. Et donc là, l'arrêté existe. Oui, mais bon. Et il a été pris par le préfet avant même que je ne sois en Occitanie, donc je le dis très librement. Sur la traçabilité, effectivement, je ne sais pas si vous faites partie demain du déplacement, vous verrez par vous-même ce que c'est qu'une installation. Madame Gull fera partie de la délégation. Et une unité de production. Moi, je l'ai vu. C'est la première fois que j'en voyais une. Eh bien, effectivement, ce qu'on dit à juste titre les inspecteurs, c'est que vu la complexité du processus de production opérationnelle, il n'est pas toujours évident de savoir si les bons tuyaux produisent l'eau dont on est censé parler. Voilà. C'est ça. Moi, mais encore une fois, je ne suis pas, si j'étais un expert de l'installation des unités de production d'eau, peut-être que je ne vous dirais pas ça. En tous les cas, en étant totalement profane en la matière, ça paraît effectivement complexe et c'est ce qui apparaît aussi à mes équipes. Donc elles l'ont dit, elles l'ont écrit. Bien sûr. Voilà. Enfin, en l'occurrence, sur la dernière question, je n'ai jamais eu aucune relation à ce sujet-là avec le cabinet de l'Élysée. Je n'ai eu des relations, vous l'avez compris, qu'avec la directrice de cabinet de la ministre chargée d'organisation territoriale et de l'accès et aux professionnels de santé. Voilà. C'était ma question, non mais... Et Madame Quéré, non, j'ai pas entendu la réponse de Madame Quéré. Excusez-moi. Et nous avons eu, je l'ai dit tout à l'heure, des échanges effectivement avec Virginie Carré, d'ailleurs ensemble avec la directrice de cabinet et la préfète du Gard et la préfète des Vosges. Donc nous avons même eu des échanges en visio, pour tout vous dire, qui n'ont pas fait d'ailleurs l'objet, je crois, de comptes rendus, à ma connaissance. Jamais nous n'avons évoqué expressément, ou alors, je ne m'en souviens pas, mais il me semble quand même avoir une bonne mémoire, le fait que la DG de l'ARS Grand Est allait faire un article 40. Voilà. Parce que je pense qu'effectivement, ça aurait aussi éclairé, je réponds aussi à monsieur le rapporteur tout à l'heure, notre position avec la préfète du Gard, si nous l'avions su. Voilà. Écoutez, on va arrêter, parce qu'autrement, on va trop dépasser. Répondez rapidement, alors, parce qu'après, il faut arrêter. Pardon, j'aimerais juste avoir précision sur la date de cet échange entre les deux ARS et les deux préfectures, Grand Est et Occitanie, parce que ça recouvre, me semble-t-il, pas totalement les informations qu'on a reçues du Grand Est. Nous avons eu une réunion, alors moi la date je ne l'ai plus en tête, de mémoire c'est à l'issue de notre séminaire des DG d'ARS que nous avons en 2022.
très précisément entre le 3 et au mois de novembre. Moi, je n'ai pas la date exacte. Voilà. Quand vous prenez votre poste, en fait. Ah non, j'ai pris mon poste en avril. En avril. Ah oui, avril, novembre, d'accord. Bah, écoutez, non, novembre, c'est quand vous la prenez. Au moment de l'article 40, on le grand test. va arrêter, si vous préférez, notre audition, parce qu'après, nous avons encore le préfet du Gard à auditionner. Moi, je vous remercie, monsieur le directeur général de la RS Occitanie, pour cette audition. Elle fait part, avec franchise, me semble-t-il, de vos propos. Donc, je vous en remercie. Merci à vous. Merci, et vous souhaite Monsieur le retrouver Président. demain une partie de vos équipes. Donc sur vous le retrouverez site demain mon directeur de Vergel. cabinet, le responsable de la cellule mutualisée eau et son adjoint, et qui pourront répondre pour le coup de manière beaucoup plus précise que moi à un certain nombre de questions que vous avez posées aujourd'hui, parce que eux ils maîtrisent la technique, y compris Madame la sénatrice sur l'organisation des tuyaux, si je puis m'exprimer ainsi, qui là dépasse largement mon champ de compétences. Vous n'êtes pas le seul, monsieur le directeur, il faut rassurer. Merci beaucoup et on va continuer avec l'audition du préfet du Gard.
Monsieur le rapporteur. Bon, mes chers collègues,